Bonjour à tous, bonjour Mathieu. Salut Aujourd'hui Lionel. on parle de data et de marketing. Oui, de data dépendance, c'est suite à un article que j'ai publié au travers de Harvard Business Review France. On revient sur cette chronique dont on vous mettra le lien juste après. Et cette data dépendance aujourd'hui fait-elle tout simplement perdre la création du marketing? C'est toute la question que l'on va se poser. Et fait-elle gagner encore un petit peu plus d'argent aux annonceurs? C'est et peut-être aux juste de marques. l'optimisation aussi d'adressage publicitaire. Mais bon, on en parle dans un instant et on en parle sur... Digital Med. À tout de suite. Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. C'est la 5e fois qu'on refait la prise. Bref, c'était pourri avant. Et donc nous voilà devant vous pour vous parler d'un sujet assez passionnant. Alors je dis plus hautement passionnant parce que tu m'as fait la réflexion d'un sujet passionnant qui est la data, principalement la data liée au marketing. Et cette vidéo va vous parler tout simplement de data dépendance. Voilà. Le marketing est-il data dépendant? Le marketing, enfin les entreprises collectent de la donnée sur nos parcours d'achat, sur nos usages, et le marketing les collecte, et est-il devenu data dépendant dans ses stratégies, dans son déploiement stratégique? Vaste question. D'ailleurs, ça fait l'objet, en fait, cette vidéo, ça fait suite tout simplement à un article que j'ai écrit et qui est sorti dans HBR France, donc on vous met le lien directement, donc Harvard Business Review France, et qui vous pose tout de suite la question, le marketing, comme l'a dit Lionel, est-il data dépendant? C'est ce que nous voyons tout de suite. Alors pourquoi est-il data dépendant? C'est la bonne question. question. Alors, il faut qu'on se rôde, hein, il est à peine 7h du matin. Donc en fait, le marketing, finalement, on s'aperçoit que c'est la data, c'est un peu la suite de la transformation digitale. C'est-à-dire que naturellement, on a commencé à déporter ses audiences sur les médias numériques, on a commencé à adresser ces messages différemment. Et plus on avançait dans le temps, plus finalement le ciblage devenait extra précis. Et aujourd'hui, on hyper-segmente presque nos bases de données. Donc il y a un des gros premiers chantiers dont on parlera tout à l'heure, qui est la connaissance client, mais qui fait qu'aujourd'hui, l'adressage des messages que nous faisons à nos prospects, à nos clients ou des personnes qui ont entamé un parcours d'achat, que celui-ci soit presque online ou offline, on verra que ça se déporte aussi au niveau offline, nécessite une contextualisation, nécessite une hyper-segmentation pour adresser le bon message à la bonne personne, et c'est en ça que notamment la programmatique a eu un essor ces 2 dernières années qui est absolument exceptionnel. Ça veut dire que les investissements sur les médias traditionnels, les mass médias ou les médias traditionnels, sont fortement en baisse. Pourquoi ils sont fortement en baisse? Sont en baisse ou sont en régulation, c'est-à-dire que plus ça va, et ce qui se passe, c'est qu'on hyper segmente pour adresser le bon message, comme je le disais, à la bonne personne, visant tout simplement à optimiser son retour sur investissement sur chacune des actions market que l'on mène. Ça veut dire que aujourd'hui, là où avant on pouvait avoir peut-être un budget d'investissement média où le digital représentait 4 à 8%, sur ces sociétés plutôt traditionnelles qui étaient dans des investissements minimes, quand l'intérêt du développement de l'adressage du message à des audiences plus précises, plus fines est démontré, on passe assez rapidement à 20 à 30% d'investissement sur les médias numériques. Alors il y a malgré tout des capacités technologiques derrière. Ça veut dire qu'aujourd'hui, technologiquement, on a aussi la capacité de diffuser des messages qui sont hautement contextualisés ou hautement personnalisés par rapport à l'audience qui va recevoir le message, par rapport à la cible ou au segment. C'est aussi en arrière-plan, il n'y a pas que de la data connectée, il y a aussi la capacité à produire une diversité de messages que l'on va adresser aux différents segments. Totalement. Technologiquement, on a aujourd'hui, on n'a plus de problème de collecte de données. On sait que par défaut, la collecte de données n'est plus un problème. Aujourd'hui, on peut quasiment savoir ce que l'on veut. Le mobile, bien entendu, a joué pour une grande partie dans cette capacité à collecter de l'information sur nos prospects et nos clients, à mieux comprendre leurs usages et leurs comportements, plutôt qu'une segmentation socio-démo comme on pouvait l'avoir il y a encore quelques années. Et c'est vrai que technologiquement, l'essor des DMP, de la programmatique, de la technologie a permis aussi un meilleur adressage, un meilleur profilage de ces bassins d'audience. Donc en fait, la première chose à faire, la première démarche à faire, c'est la connaissance du client, la connaissance de ses clients. C'est le premier, quand on commence à s'orienter data-driven, c'est vrai que naturellement, la connaissance de son client est data-driven, donc encore un besoin à la noix, mais quand on commence à s'orienter effectivement sur un marketing qui est lié à la donnée, naturellement, le premier chantier, c'est la connaissance de son client. La connaissance de son client, c'est pas forcément des données CRM comme on peut les connaître, à savoir le nom, le prénom, l'email, l'adresse, etc. Ça sont des données souvent déclarées
déclaratives qui n'ont pas forcément d'intérêt dans un marketing orienté données. En revanche, savoir où est-ce que le client démarre son parcours d'achat, où est-ce qu'il s'arrête, quel est son comportement, quel est le sentiment qu'il peut développer ou l'émotion qu'il peut développer face à un média qu'on lui adresse, naturellement, ce sont des choses qui sont beaucoup plus importantes. Donc s'orienter connaissance client, c'est s'orienter sur la connaissance du comportement de son client. Et c'est ça qui effectivement est plus intéressant. Voilà, donc naturellement, effectivement, ce client, il est biopo, comme on le dit dans beaucoup de vidéos. Salut Cyril, salut Jean-Baptiste, Raphaël, etc. C'est-à-dire qu'il est bavard, il est impatient, il est omnicanal, il est partageur et il veut se sentir unique. Donc tous ces éléments font que cette modification d'usage profonde du client nous oblige aujourd'hui à lui adresser des messages beaucoup plus fins. On passe d'un mode finalement push to many à push to one. D'accord, et comment on va optimiser l'adressage par la data de ces clients? Alors on va l'utiliser par l'analyse de son comportement. C'est vrai que les data first party et puis tout ce que l'on va pouvoir remonter en termes notamment de connaissances sur celui-ci, en termes d'usage, en termes d'adressage d'un message, etc. font que naturellement aujourd'hui on va s'orienter sur la connaissance du comportement de son client. C'est-à-dire qu'on va pouvoir analyser notamment le fait qu'il skip à 30 secondes d'une vidéo, le fait qu'il s'arrête, qu'il skip les ads, donc directement la publicité, sur plein d'autres points qui font qu'aujourd'hui, technologiquement, on est de toute façon apte à savoir exactement ce qui se passe. Donc on optimise le retour sur investissement. On optimise le retour sur investissement sur chacune de ces actions. C'est à partir du moment où on va dire qu'on doit optimiser un message sur, je sais pas, une cible qui est plutôt en phase émotionnellement avec le rapport à un univers d'un film, et on va plus s'adresser à un message qui est lié à ça. Voilà, on parlera de Legendary dans un instant justement à ce sujet. Il y avait une donnée qui était intéressante, notamment sur Salesforce, qui avait publié fin 2015 un article et qui disait, laissez-moi vous le retrouver, c'était une augmentation de combien? 30 à 50%? C'était 30 à 50%, mais c'était assez monumental. Je ne retrouve pas, il est là, merci, tu l'as mis en rouge, parce qu'avant il était surtracé en vert, c'est les petites blagues de Lionel. Donc la connaissance de son client couplée souvent à l'utilisation du business analytics, des data first party, donc c'est les données qui vous appartiennent à vous, c'est-à-dire les données qui sont en propre dans une société et qui sont donc actionnables, permettent une augmentation de 30 à 50% de la satisfaction client, donc ça c'est quelque chose qui est important, et surtout l'accélération du chiffre d'affaires jusqu'à 33%. À cela s'ajoute, s'il vous plaît messieurs dames, effectivement, la multiplication des marges environ par 10, donc c'est quand même assez monumental. Donc on voit bien aujourd'hui qu'adresser un message extrêmement ciblé au bon moment, en fonction aussi du parcours d'achat, parce que naturellement, en fonction des étapes sur lesquelles nous ne reviendrons pas dans cette vidéo, mais qui sont Attention, Interest, Decision, Purchase and Loyalty. On l'a vu. On vous mettra le lien juste en bas de cette vidéo-là. Donc naturellement, on va adresser des messages plus contextualisés. Aujourd'hui, on peut même contextualiser l'email, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de l'email, on va avoir des contenus qui se chargent, qui sont différents en fonction du temps qu'il fait, en fonction de l'heure à laquelle la personne l'ouvre, en fonction je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, en fonction de si la personne... Ouais, vous envoyez une promotion, et en fait, il va y avoir un ping naturellement sur le serveur là où il y a la promo, et qui va vous renvoyer si oui, il reste du stock, alors la promo s'affiche, sinon on change de promo. Et tout ça à l'ouverture directement de l'email. Donc c'est assez sympa, on avait vu ça chez Web Institute, sur une conférence qu'ils avaient fait qui était assez... c'était un partenaire. On vous mettra le lien aussi justement de cette vidéo chez nos confrères du Hub. Alors là, on parle de programmatique online, mais qu'est-ce qui se passe aussi un parcours d'achat? Ça se fait aussi in-store. Alors il y a la programmatique in-store. On peut passer de l'une à l'autre, on peut mixer les autres. C'est un peu compliqué aujourd'hui d'avoir ce lien justement entre le online et le offline. C'est vrai que naturellement, ce qui se passe, c'est qu'on sait analyser ce qui se passe online, on ne sait pas analyser ce qui se passe véritablement. Enfin, le passage on se connaît les deux. Donc in-store, on sait ce qui se passe, on analyse le trafic, on analyse les flux de mouvements de visiteurs, on peut même faire de la reco faciale en termes d'émotions. Il y a plein de choses qui sont aujourd'hui faisables. Le problème, c'est le lien entre le online et le offline qui font que naturellement, si vous n'êtes pas équipé d'une DMP qui est en mesure, donc d'une data management platform qui fait la transition entre les deux, c'est extrêmement compliqué. Aujourd'hui, technologiquement, pour l'instant, à part des bêta-tests, on n'a pas vu grand-chose de propositions grand public ou d'offres qui permettent vraiment de savoir ce qui se passe in-store et de le coupler online et vice-versa. Alors c'est vrai que pour autant, il y a des choses qui se passent, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui,
online, par exemple, vous pouvez adresser un message nettement plus finement. Et prenons un exemple assez simple dont on vous met à l'écran le screenshot. Donc Legendary, qui a produit notamment le film Warcraft, donc effectivement, qui est issu de l'univers du jeu de World of Warcraft de Blizzard. Ils ont hyper segmenté leurs données en propre, les données first party, et ils ont identifié une trentaine de profils différents, donc une trentaine de profils en fonction. Par exemple, si vous êtes plutôt fan du jeu, si vous êtes plus à la recherche de savoir comment les orques et les humains peuvent vivre ensemble, si vous êtes plus dans l'univers, et c'est l'univers qui vous plaît, etc. En fonction de tous ces éléments, ils ont donc créé 30 trailers plutôt que 1, et ils l'ont diffusé, adressé donc à ces bassins d'audience. Le résultat, il est assez sensationnel. Là où ils auraient peut-être fait 4, 5, 8 millions sur un trailer, peut-être plus, en soi ce ne serait pas non plus énorme, on s'aperçoit que sur cette opération et en une semaine, ils sont montés à 100 millions de fois vus. Alors après, on pourra discuter de la relation de cause à effet avec le succès ou non de ce film. Pour autant, on s'aperçoit que l'adressage permet d'avoir des bassins d'audience qui soient décuplés. Donc en fait, il y a peut-être même un retour de la créativité dont on pourra en parler tout à l'heure. Et l'autre point, effectivement, c'était fin 2014, je crois qu'il l'avait fait, et à terme, ça va certainement se développer très significativement. C'était dans les métros d'Amsterdam et Rotterdam, Coca-Cola qui a acheté 88 écrans publicitaires d'environ 15 secondes, et ils ont dit, tiens, on va adresser un message en fonction de plein de paramètres. Et donc, en fait, les écrans affichaient un message différent en fonction de s'il y a des gens qui passaient plus ou moins vite, si le train il arrivait plus ou moins plein. Enfin, on est presque sur la programmatique directement in-store, donc c'est assez, ou dans l'espace public. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que si on vient là, alors, ils ont une optimisation de 50% du reach en plus et 88% d'investissement publicitaire, je crois, en moins. Enfin, on vous mettra la vidéo aussi en lien pour aller la voir. Et c'est assez bluffant. Donc, on s'aperçoit, si on déporte cette programmatique in-store, enfin online, et qu'on l'applique à quelque chose dans l'espace public, ça permet d'optimiser ses investissements médias de manière assez significative. Alors, on peut aussi observer quelque chose, c'est qu'une des premières difficultés, j'imagine, moi, un petit peu de façon extérieure, c'est de définir ces segments. C'est-à-dire que si on arrive à une segmentation extrême, il ne faut pas se tromper. Alors, il ne faut pas se tromper. En l'occurrence, oui, je suis parfaitement d'accord. Pour autant, on reste quand même sur l'adressage d'un message. Donc, comme on adresse un message, en fonction de l'adressage de ce message, dès qu'on est au mieux disant, par défaut, on sera toujours mieux que si on fait du push-to-many générique. Oui. Après, bien entendu, il faut être en mesure de pouvoir adresser convenablement ces messages. Mais après, les algorithmes aussi peuvent apprendre d'eux-mêmes, on peut les modifier parce que naturellement, une personne qui est dans un segment qui serait par exemple plutôt, on va le contacter, on va lui adresser un message parce que c'est l'univers du jeu qui lui plaît, et ou alors l'autre, on va lui adresser un message parce que c'est plutôt la relation orc et homme. Bon naturellement, on peut switcher de l'un à l'autre parce qu'on estime que la personne, au regard de son comportement online, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les sites en propre de Legendary ou autre, par exemple, pourrait le changer de segment. Les segments ne sont pas figés, les segments sont dynamiques en fait. Donc là, on pourrait parler maintenant, comme tu me le disais tout à l'heure en préparant ce tournage, sur l'invisible publicitaire, c'est-à-dire l'exclusion finalement de bassins d'audience, se prioriser sur un certain nombre de segments. C'est comme ça que... c'est-à-dire qu'effectivement, dans une certaine mesure, le display classique 4x3 dans le métro ou les affiches publicitaires rassurent parce qu'on les voit, donc ça veut dire que comme on les voit, le message existe, la marque existe, le produit existe, le film existe, donc naturellement, je dirais que ça rassure. Voilà. Et ce besoin de rassurance, il ne faut pas l'enlever parce que le display classique, télé, radio ou autre, les investissements médias traditionnels permettent néanmoins de travailler son branding de manière assez significative. Bon, après, l'adressage, effectivement, en vue d'une concrétisation quelconque derrière, que ce soit en achat, en visibilité ou en conversion pour aller voir un film par exemple, naturellement nécessite plus de retour sur investissement, une analyse un peu plus fine. Mais de l'invisible publicitaire, c'est aussi accepter des fois de ne plus être dans le segment et donc de travailler par exclusion. Donc on va exclure par défaut tous les bassins d'audience non prioritaires. On va se concentrer véritablement sur des cibles que l'on va affiner au fur et à mesure. Et donc, c'est ce que j'ai appelé effectivement accepter l'invisible publicitaire dans les médias, et c'est-à-dire véritablement se focuser sur les personnes essentielles et accepter que certaines personnes ne voient pas le message si elles ne sont pas destinataires ou dans le segment en question. Donc ça veut dire que pour une entreprise, malgré tout, alors pour une entreprise, pour ses actionnaires, pour son board, ses décisionnaires, ses stratèges, accepter de ne plus être visible
aux yeux de tous, c'est-à-dire Oui. le vieux 4x3 que tout le monde peut voir quand il est dans la rue, qui finalement ne voit plus parce qu'il passe devant sans même regarder. Cette acceptation-là, c'est fort. Parce qu'on sait très bien que quand si tu travailles chez Coca-Cola, tu es forcément, tu vois toutes les pubs Coca-Cola en 4x3. Hein, de la même façon que quand tu roules dans une Citroën C3, tu vois toutes les C3, et puis quand tu changes de modèle, tu dis mais il n'y a que ma voiture qui roule à côté de moi. Et donc tu es beaucoup plus sensibilisé quand tu viens du cœur même de l'entreprise dans laquelle tu travailles ou dans l'organisation dans laquelle tu appartiens. Mais justement, ça doit être très difficile d'accepter ça, de faire accepter à des personnes qui sont les actionnaires d'une entreprise, les stratèges d'une entreprise, de dire en général, on va quitter un certain nombre un mode de rassurance. Un mode de rassurance pour... alors, c'est vrai que l'étude que tu as citée tout à l'heure, avec à la fois l'augmentation du chiffre d'affaires et surtout l'augmentation de la marge et des profits, devrait pouvoir rassurer. Mais malgré tout, il y a encore de vieux réflexes en disant si on n'est plus présent sur un certain... On n'existe pas. Imaginez, faut juste imaginer par exemple des directeurs de salles de cinéma. Effectivement, si on leur dit d'un seul coup, vous inquiétez pas, il n'y a plus d'affiches, il n'y a plus de publicité que vous verrez, mais sachez qu'on adresse quand même nos messages correctement. Voilà, alors sans rentrer dans le détail, quand j'ai fait quelques missions chez Warner Bros, naturellement on avait parlé d'un cas comme ça, et le film en question en fait effectivement avait été pris pour plusieurs semaines à peine, et puis en fait en réalité il a dépassé 1 million de spectateurs, donc naturellement les directeurs de salle l'ont prolongé, mais in fine il n'aurait pas pris naturellement. Oui, on sait très bien que le distributeur, quand il décide de mettre 800 copies pour le rassurer, il faut qu'il mette des milliers d'affiches. Totalement, donc si vous êtes décisionnaire des investissements médias, prenez l'adresse de l'ensemble de votre codir et de votre comex, et puis faites en sorte qu'il y ait juste des affiches sur le chemin pour le travail. Ça c'est rassurant, voilà. Et au moins ça coûte moins cher. Vous optimisez l'adressage pour une personne. On a à peu près tout dit, donc l'idée c'est véritablement, lisez l'article, on vous remet le lien de toute façon, voilà, et puis merci pour cette belle opportunité aussi de HBR d'avoir pu écrire pour eux, parce que c'est toujours sympa d'écrire des chroniques pour des revues sur lesquelles on peut travailler un peu le fond, et puis si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous les faire parvenir aussi, je pense que c'est important. Donc on vous a remis le lien vers l'article, ça c'est bon, on vous a remercié, ça c'est bon. Abonnez-vous aussi à notre newsletter, on vous met le lien directement de notre landing page qui est landing depuis quelques temps, qui devrait quand même mais qui devrait aboutir assez prochainement, parce que de toute façon pour l'instant c'est en projet, enfin c'est déjà fait, hein, c'est juste qu'on y va, mais maintenant il faut qu'on le prépare. On se retrouvera notamment dans quelques mois en janvier au CES de Las Vegas, et on tournera donc des émissions tous les jours et notamment tous les soirs pour vous les diffuser régulièrement avec différents acteurs que l'on rencontrera. On va passer de très courtes nuits. Je me demande pourquoi on prend une chambre d'hôtel. Oui, finalement, on devrait prendre une petite et camper devant. C'est ça. On déplace tout le matériel là-bas et puis on tournera tous les jours avec différents acteurs qu'on rencontrera et nos amis sur le CES. Voilà, donc ça laisse présager des mois à venir qui sont sympas. Et bien bientôt alors. Voilà, on a tourné plein de trucs, c'est bon, on peut se dire à bientôt. Voilà, écoutez, à très vite et on se retrouve donc pour de nouvelles vidéos très bientôt. Salut!